Bonjour, bonjour mes amis et bienvenue de retour. Nous sommes mercredi mes amis, et j'ai la grippe. Oui, je suis vraiment malade. J'ai l'impression d'être sous l'eau ou que tout est au ralenti dans ma tête. Excusez-moi si je suis un peu lent aujourd'hui. Ma tête est super lourde, mais pas autant que cette situation. Parce que les Ukrainiens ont déployé le premier corps de la garde nationale Azov sur le saillant de Pakrov. Parce que les Russes, vous savez, comme nous l'avons discuté dans les vidéos précédentes, les Russes ont fait cela. Environ 10 km de pénétration à travers les lignes ukrainiennes avec leurs groupes de reconnaissance et de sabotage ou ces groupes de 2 à 3 hommes. Et il y avait beaucoup de ces groupes qui ont pénétré derrière les lignes ukrainiennes et ont commencé à avancer vers la ligne du Donbass qu'ils ont effectivement franchi dans certaines zones. C'était un développement très inquiétant, mais il s'est avéré que ce n'était pas une percée principale. Aucun suivi avec des blindés ni avec des forces massives n'a eu lieu. Tout a commencé et fini avec les groupes de reconnaissance et de sabotage. Donc maintenant, ce que nous entendons, c'est que les Ukrainiens ont repoussé ces pénétrations. C'est une excellente nouvelle pour nous et l'Ukraine. Mais je vais simplement vous dire qui a été déployé, parce que la brigade que l'Ukraine a déployée. Il y a de véritables brigades de superstars. Nous parlons de la 1re brigade présidentielle, de la 12e brigade des forces spéciales, de la 20e brigade d'opération, de la 14e brigade d'opération et de la 15e brigade opérationnelle d'opération. Et tout cela ensemble forme le premier corps Azov de la garde nationale, qui est le corps ou l'unité vedette que l'Ukraine possède, et ils ont été déployés ici. Vous pouvez voir la ligne bleue juste ici, Kramatorsk de Dabari. Dabrapilia, voilà ce que c'est. Donc l'Ukraine prend cette percée très au sérieux, et maintenant, je veux dire, tout a commencé il y a environ 4 jours. Maintenant, nous avons déjà des informations venant du front. Si tu crises déjà, Arthurei, ne partage pas, c'est de l'OPSIC. Les Ukrainiens le diffusent, donc ils veulent sûrement que les Russes connaissent ce blogueur militaire du front. Le démon de Bakhmut rapporte que les forces ukrainiennes, grâce à des contre-attaques réussies, ont réussi à détruire les groupes russes qui avaient avancé dans le secteur de Dobropilia et à les repousser. C'est donc une très bonne nouvelle. Et c'est aussi à prévoir, car ce n'est pas comme ce que nous avons vu il y a 2 ans. Là où les Russes entraient, ils envoyaient aussitôt de nombreux soldats et véhicules blindés par cette brèche. Ici, il s'agissait de groupes de 2 ou 3 hommes avec des drapeaux et des kalachnikovs pour planter le drapeau quelque part, faire un coup de propagande et ensuite simplement mourir. C'est ce qu'ils faisaient, non ? C'est pour ça qu'ils étaient conçus, entraînés ou pas entraînés, parce qu'ils n'étaient pas entraînés. Les Ukrainiens mènent désormais une opération de recherche et destruction. Ils recherchent ces groupes d'infanterie, les détruisent, et la ligne de front reste relativement inchangée derrière cela. Alors, jusqu'où ces groupes de reconnaissance et de sabotage sont-ils allés ? Comment le savons-nous ? Eh bien, j'ai un très court fil pour vous, qui utilise une méthode très amusante et intéressante pour le découvrir. Je vois beaucoup de choses aujourd'hui sur une percée potentielle des Russes au nord de Bakrovsk. Voici donc la carte. Compilation d'images récentes de Sentinelle-2 et d'autres satellites, prises du 8 au 10 août. Et en fait, on peut vraiment voir jusqu'où ils sont allés grâce aux images satellites, en voyant les champs brûlés, parce qu'en ce moment, le blé ou n'importe quelle culture d'été est à maturité. C'est le mois d'août, ça a déjà été coupé ou pas, récolté ou pas. Lequel ? Tout ce qui tombe sur un champ sec va brûler ce champ. Donc tu sais où les champs sont brûlés, c'est là que tombent les obus d'artillerie et les drones. Donc tu sais à quelle distance se trouvent les combats, en voyant les taches noires et les champs noirs sur les images satellites. C'est une très bonne méthode, très primitive, mais elle fonctionne. Donc on sait jusqu'où ils sont allés. En fait, ils ont juste dépassé de quelques centaines de mètres la ligne du Donbass. Et maintenant, apparemment, ils ont été repoussés. Je ne dirais pas repoussés, ils ont été détruits. Ces unités ne sont pas des unités qu'on repousse. Tu comprends ? On les détruit, car ils ne peuvent reculer, sous peine d'être abattus par leurs propres hommes. Ils ont donc été détruits. Pour conclure, je souhaite partager quelque chose avec vous. J'ai vu cette vidéo. C'est un âne russe triste. Ce n'est pas une métaphore, mais bien un vrai âne de logistique. Regardez ça, tu es un âne, et tu découvres que tu es apparu dans l'armée russe. En bref, les drones sont partis.
Les Gurals sont partis. Les transports de livraison arrivent ici. Voilà les gars qui arrivent en train de mener un âne. C'est une femelle ou un mâle? Bonjour, bonjour, regarde ce petit âne triste. Franchement, il a vraiment l'air tellement triste. Et moi aussi, si je devais apparaître dans l'armée russe, j'appuierais tout de suite sur le bouton Reset. Mais maintenant, mes amis, jetons un coup d'œil au prix de l'essence en Russie. Pourquoi est-ce important? Eh bien, la Russie est l'un des plus grands pays producteurs et exportateurs d'essence ou de pétrole au monde. Donc naturellement, ils devraient toujours avoir des prix de l'essence bas parce que leur infrastructure pétrolière, s'il n'y avait pas de guerre, serait massivement développée. Et très bonne car la majorité des fonds irait à cette infrastructure, profitable à l'élite russe. Les Ukrainiens jouent désormais au bingo des raffineries de pétrole russe. Vous voyez, c'est la carte où, quand on fait bingo, on est content. Eh bien, les Ukrainiens les détruisent à tour de bras. Et soudain, on voit le plus grand pays exportateur et producteur de pétrole au monde connaître des hausses massives des prix de l'essence à l'intérieur du pays. Waouh, nous le ferons, mes amis. Cela nous indique que les sanctions ukrainiennes, sous forme de drones, frappant les raffineries de pétrole russe. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que leur population paie beaucoup plus cher l'essence en ce moment. Alors continuez comme ça. Mais maintenant, mes amis, je veux vous montrer un drone de reconnaissance russe, celui-ci. Cette information est sortie il y a déjà un certain temps. Jamais évoqué, mais cette vidéo est si claire. Je dois le faire. Je crois que c'est Bilotaras. Qu'est-ce que c'est? Dara ou drone Geta Beta. Drone de reconnaissance russe. Et il est équipé d'une certaine capacité d'intelligence artificielle qui lui permet de scanner tout autour de lui. L'objectif principal est d'observer le sol avec ce drone de reconnaissance à voilure fixe, volant à haute altitude. Mais les drones intercepteurs ukrainiens les traquent. Les Russes agissent de même avec le Shahad. Ils l'ont équipé d'une puce d'intelligence artificielle qui scanne l'arrière, repère aussi l'intercepteur et change immédiatement de trajectoire. Voilà, les effets sonores, c'est programmé, des manœuvres d'évitement, il effectue des manœuvres d'évitement, et je ne sais pas si c'est guidé par l'intelligence artificielle ou non. Mais apparemment, le fait qu'il voit le drone intercepteur et qu'il effectue des manœuvres d'évitement, c'est censé être piloté par l'intelligence artificielle, alimenté par l'intelligence artificielle, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est une bonne capacité. C'est un peu effrayant que les Russes l'utilisent. Parce que si un grand nombre de Shahad utilisent cela, il sera très difficile de les abattre par centaines avec des drones intercepteurs. Donc, aussi difficile que cela soit pour moi de l'admettre, je dois reconnaître que les Russes ont fait preuve d'ingéniosité ici, car c'est une très belle et très bonne innovation pour un drone de reconnaissance. En parlant de drone, cependant, on continue. Et je viens juste de donner un peu de crédit aux Russes. Maintenant, je dois leur retirer ce crédit parce que cette vidéo a été réalisée dans l'oblast du Tatarstan, à 1200 km du front. Et ici, les ouvriers y voient un drone kamikaze ukrainien. Donc oui, tu travailles tranquillement aussi loin de l'Ukraine, tu travailles dans l'une des compagnies pétrolières appartenant à l'État russe. Ils pensent « je suis en sécurité, c'est loin, à 5 fuseaux horaires, mais des drones ukrainiens volent quand même ici. » Les gars demandaient dans la vidéo où sont les brouilleurs. Eh bien, j'ai donné le crédit. Je dois le retirer. Il y a des brouilleurs, mais ils ne fonctionnent tout simplement pas bien. On finit cette séquence par un barbecue. Une boisson fraîche te manque? Désolé, j'ai la grippe. D'accord, c'est difficile pour moi de parler en ce moment. Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque un bon barbecue chaud et gratuit? Eh bien, ne cherche plus, parce qu'en Russie, l'État t'en fournit un. Une usine de peinture et de revêtement est en feu à Yaroslavl, en Russie. L'incendie a ravagé 4500 mètres carrés avec le toit déjà effondré. L'usine fabrique des revêtements spéciaux pour protéger l'équipement militaire de la corrosion. Je suppose que c'est ce verre militaire, tu sais lequel? Chaque missile, bombe, obus d'artillerie et avion russe sort de l'usine avec ce verre militaire standard. Je suppose que c'est cette usine qui le fabrique. Eh bien, plus maintenant, car elle produit désormais de la chaleur et de délicieuses saucisses chaudes au barbecue. Si j'étais un citoyen russe, je serais content que l'État me fournisse des barbecues gratuits. Je prendrais ma viande et j'irais la faire griller sur ce feu.
Waouh, regarde tous ces gens qui conduisent bon déjà vers là-bas pour faire griller dessus. Mec, je m'amuse trop. Et maintenant, mes amis, avec mon cerveau embrumé par la grippe, je vais essayer d'écorcher quelques noms de cafés de Buy Meal. Ce sera encore pire que d'habitude parce que là, je ne comprends plus rien. Nous avons Gordon Hiiumaa. Maintenant, Hiiumaa est la deuxième plus grande île d'Estonie. Gordon, c'est vraiment ce qui se passe. Et toi, qui es-tu? Nous avons un peu parlé. Gordon. Il pourrait vivre sur la deuxième plus grande île d'Estonie, c'est tout. Merci Gordon. Ensuite, nous avons Yim Prévost, puis nous avons Roi des Smots, Humanvis et le Oui, et enfin nous avons Somaona. Somaona est selon moi automatique depuis Buy Me a Coffee. Quand tu ne veux pas écrire ton nom, mais tu ne vas pas m'échapper parce que je dis quand même Somaona. Donc toi, tu sais, tu as été crédité. Comme déjà dit, même sur les lignes de front, c'est actuellement la saison de la récolte des céréales en août. En Estonie, oui. En Ukraine, c'est plus tôt car il fait plus chaud. Mais c'est maintenant la saison des récoltes. Nous recevons une vidéo montrant des Russes transportant plusieurs camions remplis de céréales, récoltées, by ou prises, balayées sur les terres ukrainiennes occupées, Kenaa, et ramenées en Russie. Le problème, ce sont les villes ukrainiennes occupées. Ces céréales sont nécessaires au Donbass et à Luhansk. C'est sous contrôle russe en ce moment, mais la Russie continue de le ramener en Russie. C'est très similaire à ce qui s'est passé lors de l'Holodomor dans les années 30 en Ukraine, quand Staline a ordonné la plus grande famine provoquée par l'homme jamais vu sur Terre, où environ 5 millions d'Ukrainiens sont morts à cause de cela. En 3 ans, ils ont exporté de grandes quantités de céréales et de nourriture d'Ukraine, alors que la population mourait de faim. C'est une situation similaire. Ils contrôlent ces terres occupées. Et ils ont exporté ce grain vers la Russie parce que la Russie connaît actuellement une pénurie de céréales. Donc ils ne le donnent pas à ces terres qui le produisent. Même s'ils la contrôlent, ils la veulent quand même pour la ramener en Russie. En parlant de vol, j'ai une autre vidéo pour vous où un commandant russe parle d'autres commandants russes qui ont beaucoup volé. Et c'est une combine, c'est une énorme combine. C'est fou, j'ai du mal à comprendre avec mon cerveau embrouillé par la grippe, mais c'est réel. Je veux juste regarder la vidéo, puis je te raconterai ce qui s'est passé, tu ne vas pas le croire. Je n'appellerai pas ça du capitalisme, c'est juste du vol dans toute sa splendeur. Bonsoir, entrez et mes amis. Ce soir, nous allons avoir une discussion à cœur ouvert. C'est un jour férié. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au front? Commandant ? Les commandants se disputent l'aide humanitaire. Quelqu'un vend ça ici. Le chef d'état-major de la ville Forêt. D'accord, les sous-titres ne fonctionnent pas pour moi. Le gaz a un accent fort et il est très en colère, donc j'ai du mal à comprendre. Je vais juste vous dire ce qui s'est passé. Regardez la vidéo en mode silencieux à l'écran. Il s'est avéré qu'il y avait un commandant dans une certaine unité russe qui faisait des arrangements avec les femmes des soldats de son unité. Cela signifie qu'il a de la chair, non? Il dispose de soldats mobilisés dans ses unités. Chacun sait combien ces femmes recevront et l'ampleur de la somme. Si le soldat meurt au combat, vous savez, le commandant a le pouvoir de dire que le soldat a disparu. Voilà. Cela signifie que les femmes ne reçoivent rien. Sans mort au combat ou si on est porté disparu, personne ne touche quoi que ce soit. Si le commandant était persuadé de signer que le soldat est mort au combat, peu importe si tu as vraiment disparu ou non. Alors les femmes recevraient beaucoup d'argent. Mais pourquoi le commandant ferait-il cela? Peut-être reçoit-il beaucoup d'argent de la femme. Donc l'un des commandants a conclu des accords avec 6 des femmes de 6 de ces soldats d'assaut de la viande. Il recevrait 50-50 de la part des soldats morts que le gouvernement russe verse aux femmes. Donc, il a intérêt à déclarer ces soldats comme morts au combat, et les femmes lui donneraient la moitié de l'argent. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé ces gars juste pour, vous savez, une attaque suicide, prendre le drapeau, aller le planter et faire une vidéo ou quelque chose comme ça. Les gars sont morts, bien sûr. Et maintenant, c'est là que je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que oui, ils se sont séparés de leurs femmes, mais qu'en est-il du numéro 3? Je ne comprends pas. Apparemment, il a disparu avec l'argent liquide, donc il a pris tout l'argent des femmes. Eh bien, tout d'abord, tu vends un peu tes soldats et ensuite tu voles les veuves.
Et troisièmement, tu voles le gouvernement russe, qui est ton pays. Tu voles ta patrie, tu voles les veuves de tes soldats, et ensuite tu envoies tes soldats mourir. Ou dans l'autre sens. Mais si Satan était une personne, ce serait ce certain commandant russe juste ici. Je dois leur reconnaître ça. Ils sont créatifs quand il s'agit de vol. Mais maintenant, mes amis, nous allons aller dans une université russe à Tcheliabinsk que je ne connais pas, je ne sais pas de quel cours il s'agit. Mais ils apprennent à propos du chanteur russe Shaman qui a sorti la chanson en 2024 Ya Ruski, ce qui veut dire je suis russe. C'est une chanson purement zombifiante qui tue les neurones et qui essaie essentiellement de vous laver le cerveau pour que vous alliez donner votre corps à une attaque de chair à canon ou quelque chose comme ça. Je vais juste lire les sous-titres, cela prend 40 secondes. Cette fille filme son visage, elle semble avoir du mal dans cette classe. Quelle phrase clé marche ici? Eh bien, à part « je suis russe », n'est-ce pas? Celle-ci est claire pour nous. Malgré le fait que ce soit le monde entier. Pourquoi? Malgré le monde entier. Ils font une sorte de sémiotique, semi-sémantique. C'est quoi ça? Quand tu analyses les symboles dans les choses, ils font ça. Ils analysent Sam Yarouski, qui est en gros de la pure propagande, une chanson de zombification commandée par le gouvernement russe. Et ils décortiquent sans que ça avec des étudiants universitaires qui sont censés, tu sais, étudier des choses très intelligentes, mais ils font ça. Et là, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Que peut signifier cette phrase? Comment peut-on l'interpréter? Regarde le visage de cette fille. Clairement, pour elle, aller jusqu'au bout veut dire mourir dans un assaut de chair à canon. Elle le sait. Regarde ce visage, elle a compris. Il va jusqu'au bout, tu vois, comme un étudiant a répondu, il va jusqu'au bout, je pense que c'est ce que ça veut dire. C'est comme, ouais, t'as raison. Le génie de cette chanson réside dans sa simplicité, c'est pour ça que les gens la chantent, en sante. Et la fille s'amuse beaucoup ici. Genre quoi? Le génie de cette chanson vient du fait que le gouvernement russe a payé beaucoup Shaman pour la chanter. Et c'est une chanson de propagande. Et il l'écoute. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire écouter la chanson, car cela risque de vous tuer des neurones. Je pense aussi qu'elle est protégée par des droits d'auteur. Mais c'est le gouvernement russe et le système éducatif scolaire qui zombifient les gens à une vitesse et à un niveau sans précédent. Donc oui, ils préparent pendant les prochaines centaines de milliers de personnes en Russie à aller mourir dans une attaque de chair à canon lors des prochaines guerres. En parlant de propagande en Russie, depuis que Donald Trump a décidé de faire une rencontre à la Chamberlain avec Poutine en Russie. La propagande sur l'Alaska bat son plein. Tout le monde sait que l'Alaska appartenait à la Russie avant d'être vendu aux États-Unis. Et maintenant, les Russes diffusent sans cesse de la propagande sur l'Alaska. Parce que Poutine va retourner à la mère patrie russe, la véritable mère patrie, puisque l'Alaska faisait partie de la Russie tsariste, et Poutine est le grand unificateur des terres russes. Maintenant, retourner en Alaska, c'est comme, vous savez, la ramener dans le giron, peu importe comment vous voulez le dire, comme je vais vous lire les sous-titres. Les chances de paix entre Poutine et Trump ce vendredi en Alaska, il ne s'agit plus de savoir qui a dit quoi. Premier nouveau reportage depuis Anchorage, en Alaska. Il y a plus de 700 toponymes d'origine russe. Ce qui est, d'accord. Donc ils font croire au peuple russe que l'Alaska a des origines très fortes et des racines russes dans la langue, les noms et tout, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire que si tu vas en Alaska, c'est aussi américain que possible. C'est l'une des régions les plus américaines que l'Amérique possède. C'est encore une terre sauvage, avec seulement quelques églises russes. Rien de plus. Qu'est-ce que Poutine a proposé avec sa proposition de paix maintenant? Quelle est sa proposition ou ses exigences? En fait, il a des exigences, pas des propositions. Qu'est-ce qu'il veut en Alaska? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir? Eh bien, retrait des forces ukrainiennes du Donbass et des forces russes de Soumy, Dnipro, Petrovski et Kharkiv. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de forces armées russes là-bas. Ou alors dans une toute petite zone, ce n'est rien. L'Ukraine a promis de ne pas adhérer à l'OTAN. La démilitarisation de l'Ukraine et une réforme constitutionnelle fédérale rendront l'armée ukrainienne inexistante.
La Russie veut conclure un accord bilatéral avec les États-Unis sans la participation de l'Ukraine et de l'Union européenne, donc la Russie veut faire l'accord avec les États-Unis, pas avec l'Ukraine. Oh mon Dieu, c'est l'Alta, la conférence d'Alta, mec, c'est très grave. D'accord, je vais passer, sinon je vais m'énerver et j'ai la grippe, donc je ne peux pas m'énerver, d'accord? Donc je vais terminer cette vidéo avec un très sympa, j'ai apprécié, très sympa. Parce que j'ai grandi avec les jeux Call of Duty 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est là que je jouais. Le 8 c'était Black Ops 2, où 3 j'ai alors arrêté Call of Duty. Mais tous, presque tous sur ces jeux-là. La Russie, dans les versions modernes de Warfare au moins, la Russie est l'ennemi, non? Eux, dans Modern Warfare 3, qui est la 8e partie de Call of Duty. Les Russes envahissent les États-Unis avec des sous-marins nucléaires, porte-avions, avions et hélicoptères. Et des quantités massives de troupes suréquipées débarquent à Washington, à New York et partout ailleurs. Et tu y jouais jusqu'au bout, et c'était les Russes que tu traquais dans les rues d'Amérique, et ils étaient des ennemis coriaces selon la difficulté. Maintenant, on sait que les Russes ont des ânes et que leurs commandants vendent les soldats pour soutirer de l'argent aux veuves. Donc Activision, le créateur, le studio qui a créé Call of Duty, a déclaré ceci. Nous voudrions présenter officiellement nos excuses pour avoir utilisé la Russie comme antagoniste dans notre série Call of Duty. Si nous avions connu la vérité, nous aurions utilisé une armée bien plus compétente, comme celle de Cuba ou du Laos. Chaque mot de cette déclaration est vrai. J'ai joué à Call of Duty dès mes 13 ou 14 ans, adolescent estonien. Je l'avais déjà vu. Quoi, ce ne sont pas les Russes? Je sais, ces Russes dans ce jeu vidéo sont équipés, entraînés et motivés. Je n'ai presque jamais vu de Russes comme ça dans ma vie. Donc j'étais déjà confus il y a environ 15 ans, mais maintenant, enfin, ils admettent qu'ils leur ont accordé trop de crédit. Ils leur ont tout donné, ils leur ont donné du matériel, des avions, des porte-avions, des sous-marins. Alors qu'en réalité, ils ont des ânes,